Trésor et patrimoine avec Anne Kopiache. Bonjour et bienvenue à tous. Ernest Stroban, c'est un sculpteur liégeois qui a traversé le XXe siècle. Certains liégeois passent d'ailleurs quotidiennement devant certaines de ses œuvres, à savoir 2 bas-reliefs sur le flanc du pont des Arches. Mais son œuvre ne se limite pas à ces bas-reliefs. Ernest Stroban a réalisé des dizaines de sculptures, des bustes essentiellement, et le Trésor de la cathédrale nous propose de découvrir une 70aine de ses œuvres, une 50aine de sculptures et une 20aine de dessins préparatoire. Et tout ça dans une exposition qui aura lieu du 1er juin au 18 septembre. Jacques Toussaint est passionné de sculpture. Il nous présente le parcours d'Ernest Stroban et certaines de ses œuvres qui seront exposées dès le 1er juin au Trésor de Liège. Jacques Toussaint, bonjour. Merci de me recevoir et bonjour. Nous avons vraiment le plaisir de vous rencontrer pour évoquer la vie et le parcours de cet artiste sculpteur liégeois. Je nomme Ernest Stroban. Une 70aine de ses œuvres seront exposées à partir du 1er juin prochain au Trésor de la cathédrale. Il s'agit de 50 sculptures et une 20aine de dessins préparatoires de cet artiste sculpteur liégeois, un artiste réaliste. Nous allons voir en quoi ses œuvres sont réalistes. Alors, Jacques Toussaint, vous avez rencontré l'œuvre d'Ernest Stroban un peu par hasard, non ? Effectivement, c'est en visitant une salle de vente, et précisément une salle de vente namuroise, voilà plus ou moins 3 ans, que j'ai découvert une 20aine de sculptures qui étaient curieusement signées par 2 initiales ES. Inconnu au bataillon, enfin personnellement, je ne connaissais pas. Et puis en faisant quelques recherches, en parlant avec le responsable de la salle de vente, on me dit « Oui, mais c'est un sculpteur liégeois. » Ah bon ? Et puis finalement, j'ai su mettre un nom sur ses initiales, Ernest Strobans, qui est connu ou moins connu à Liège. On parle souvent de lui au travers de 3 bas-reliefs du pont des Arches. Et à part ça, on ne connaît pas ou on ne connaît plus. Et donc, vous avez voulu en savoir plus sur cet artiste ? J'ai toujours été intéressé par la 3e dimension, par la sculpture, que ce soit des grands sculpteurs ou des sculpteurs moins connus. La sculpture en tant que telle me passionne, la 3e dimension. Et effectivement, j'ai fait des recherches et je suis finalement remonté jusque Liège, ou de Namur à Liège, j'ai descendu la Meuse. Et j'ai retrouvé la trace de la nièce de l'artiste qui possédait un certain nombre d'œuvres également, des archives qu'elle avait récupérées de sa tante décédée en 2017. Et donc on a décidé ensemble de réaliser une publication. Ça a pris un certain temps, mais évidemment la Covid est passée par là, et de fil en aiguille, on s'est dit une publication, mais pourquoi pas une exposition ? Et l'idée a surgi, et j'ai proposé à un de mes collègues, c'est-à-dire Julien Maquet, d'organiser peut-être une exposition à l'occasion de la sortie du livre, puisque la monographie sortira dès l'ouverture de l'exposition. Et il y avait un lien entre ce sculpteur portraitiste et le Trésor de la cathédrale de Liège. Le lien, c'est que Ernest Stroban a réalisé quelques œuvres religieuses, notamment des dessins préparatoires d'une Pietà qui était destinée à une église de la région liégeoise, et notamment une tête de Christ qui ne peut pas laisser indifférent. Certains parlent d'elle comme d'un chef-d'œuvre, chacun appréciera, mais elle interpelle évidemment. Ceci étant, Ernest Stroban n'était pas catholique, ne fréquentait pas les églises, mais ça ne le dérangeait pas de répondre à certaines commandes et de réaliser des œuvres dites religieuses. Oui, tout à fait. Des œuvres de type religieux et puis d'autres aussi, de nombreux portraits. Alors on va peut-être parler de sa vie, de son enfance, du contexte justement de sa vie qui a pesé sur son œuvre. Alors il est né en 1909.
Il est né en 1909 à Liège, mais il a d'abord vécu à Bruxelles. Son père était graveur sur bois et ses parents étaient sourds et muets. Donc il a vécu dans un milieu difficile. Son papa est décédé très jeune, de telle manière que ils ont vécu dans la précarité. Et faut-il le signaler, le physique d'Ernesto Trauban n'était pas très favorable, dans le sens où il est né avec une déviation de la colonne vertébrale qui l'a fait souffrir toute sa vie. Et il a eu des problèmes. Je veux dire, ça porte sur le moral, évidemment. Il était, comme on dit, bossu et de petite taille. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Et pendant toute sa vie, il a porté ce fardeau. Et on retrouve cette souffrance dans les sculptures qu'il a proposées tout au long de sa vie. Il en a gardé, mais il en a détruit, je dirais, plus qu'il n'en a produit. Et donc, il a produit des œuvres, des portraits finalement. Il s'arrête, des bustes peut-être. Il s'arrête vraiment au niveau des épaules. Hein, et ça peut être expliqué de par son physique. Oui, c'est un bustier, comme on dit. Le corps lui pose problème. Donc, il a pas réalisé des portraits en pied. Non, il avait des difficultés entre lui et son corps, et il voulait pas reproduire ça dans ses œuvres d'art. Donc, il s'est limité à la tête ou au maximum au buste des personnages qu'il a représentés. Et le personnage, je dirais, principal tout au long de sa carrière, mais c'est son épouse, c'est Anna, c'est sa muse, qu'il a représentée à de multiples reprises, soit en troisième dimension ou en bas-relief. Tout à fait. Alors, on va peut-être revenir un petit peu en arrière. Hein. Ernest Trauban, à 14 ans, entre en apprentissage. Il va devenir sculpteur sur bois dans un premier temps. Tout à fait. Ça, c'est une aubaine pour lui, parce que à l'école primaire, c'était pas un bon élève. Ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était de dessiner. Il dessinait sur ses carnets d'écolier et il adorait la musique. Et alors, il a pu, comme vous dites, à 14 ans, entrer dans un atelier de Gustave Parudy, ici à Liège, qui lui a donné les notions de sculpture, notamment de sculpture sur bois. Et c'est le départ, je dirais, d'une longue aventure, ou d'une aventure importante pour lui, qui est la sculpture. La sculpture, et puis il aura l'occasion de suivre des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Liège. C'est pas rien. Non, ça c'est important évidemment dans la formation d'un sculpteur. C'est entre 1923 et 1929. Il suit les cours du soir parce que ça nécessite évidemment, quand on se dirige vers un métier de sculpteur, d'avoir certains codes et avoir un certain apprentissage. C'est ce qu'il a fait pendant quelques années à l'Académie royale de Liège. Oui. Alors, il faut dire qu'Ernest Trauban va continuer à s'enrichir intellectuellement. Il a vraiment une soif de lecture. Hein. Donc, c'est très important de le souligner également. Oui, il a 25 ans. Et il entre dans un groupe, le groupe L'Atelier, dirigé par un peintre, le peintre Marcel Defys, qui est un groupe d'intellectuels, d'artistes, de philosophes, etc., dont le but n'est pas de plaire ou de suivre des modes, mais, comme le dit Marcel Defys, de s'accomplir. Donc, il se retrouve dans ce groupe et il décide alors de se cultiver davantage. Il lit beaucoup de littérature, esthétique, philosophie. Il s'intéresse particulièrement à la section d'or, au nombre d'or. Et ça, on le verra tout au long de sa carrière, notamment dans ses dessins préparatoires qui seront essentiels dans la création de ses sculptures. Et pour entrer dans ce groupe un peu fermé, il a dû réaliser une œuvre d'entrée, une œuvre pour avoir accès. C'était le seul sculpteur du groupe et il a créé une main
qui sera présente d'ailleurs à l'exposition, une main en bronze qui sera fondue par le sculpteur Idel Jankélévitchi, bien connu, qui a résidé ici dans la cité liégeoise. Oui. Oui, tout à fait. Alors, malgré cette présence dans ce groupe, Ernest Stroobans reste quand même un artiste solitaire. Ça, vous le soulignez également. Effectivement, il côtoyait ces personnes, ces intellectuels dans le groupe L'Atelier, mais compte tenu de sa difformité physique, il est resté assez seul. Heureusement, il a eu un soutien en la personne de son épouse, Anna Goldberg, qui, faut-il le dire, a été sa secrétaire pendant la guerre. Ernest Stroobans a été membre du Parti communiste, membre du Front de l'indépendance et résistant. Il a été recherché par la Gestapo à de nombreuses reprises et c'est Anna, son épouse, qui lui servait un peu d'agent de liaison. Et pendant cette période de guerre, donc de 40 à 45, il a finalement peu créé parce qu'il était préoccupé par les événements qui se passaient en Belgique, évidemment, à l'époque. Alors, ce que vous rappelez également, Jacques Toussaint, c'est que Ernest Stroobans n'a pas vraiment vécu de son art, de son métier. C'est d'ailleurs son épouse Anna qui faisait bouillir la marmite. Oui, Anna a travaillé comme secrétaire aux ASSEC et aux câbleries de Charleroi, qui a permis évidemment au couple de vivre ou de survivre. Ernest avait de temps à autre des commandes, mais ce n'était pas suffisant pour vivre décemment. Et ça tout au long de la vie. Quand il était jeune chez ses parents, il a eu ses problèmes financiers, je dirais, et à l'occasion de sa carrière, il était dans la même situation. Oui. Et donc, ces modèles, eh bien, c'était les gens qui l'entouraient. Il n'avait pas les moyens de se payer des modèles professionnels. Vous l'avez dit, son épouse Anna posait beaucoup pour lui et ses amis. Effectivement, Anna a été représentée, j'en ai déjà touché un mot, pendant toute sa carrière, mais ses amis. Un musicien important, Louis Poulet, qui était un de ses protecteurs ici à Liège, il en a tiré son buste. Constant Caron, un céramiste, le frère de Marcel Caron, le peintre. Fanny Germaud, peintre importante à Liège, mais aussi des connaissances, journalistes, Jean Ledoux, un avocat, Jean Fincker, le professeur de violon, Charles Herman, etc. Il a réalisé son autoportrait en fin de vie, et c'est important, parce que cet autoportrait est vraiment de très grande qualité. Il n'a pas cherché à s'embellir, et édulcorer le modèle. Non, ce sont des portraits réalistes, et on voit très bien, quand on examine les dessins préparatoires et l'œuvre exécutée, il avait un souci du détail. Il mesurait le détail d'une oreille, la dimension du nez, de la bouche, du menton, etc. Et ces dessins sont présentés à l'exposition, je dirais qu'ils sont parfois même plus intéressants que l'œuvre. J'exagère en disant cela, mais ça permet de mieux comprendre son œuvre sculptée. Et parmi les œuvres réalisées, il y a toute une série de portraits d'enfants, de garçonnets, de fillettes, etc. Et je me suis longtemps posé la question, mais pourquoi ce modèle revient à différentes périodes de sa carrière? Eh bien, c'est l'enfant qu'Anna et lui n'ont jamais eu. Et c'est vraiment important. D'ailleurs, il en parle dans un de ses écrits, et je peux peut-être vous citer. Certainement. C'est une œuvre qui s'appelle « Mon enfant ». Fillette à la poupée, qu'il réalisa en 1951. Et je le cite ici. « Ma petite fille à la poupée, dit-il, est, je crois, réelle, malgré son apparence de gravité peu coutumière à l'enfance. Ce n'est pas une idée de l'enfance que j'ai voulu exprimer,
mais bien une émotion réelle que j'ai ressentie un moment en présence d'une petite fille du peuple, tenant dans ses bras une pauvre petite poupée. Une petite fille de riche, tenant une poupée richement habillée, ne pouvait avoir cette expression que j'ai donnée à ma petite fille. Oui. Fin de citation. Oui. Donc, cette sculpture, c'est l'enfant que le couple n'a jamais eu. Et c'est une douleur que j'ai pu finalement percevoir en analysant et en parlant avec la nièce de l'artiste qui réside ici à Liège. C'était un drame familial de ne pas avoir pu avoir d'enfant. Et il a traduit cela, cette douleur, au travers des sculptures qu'il a réalisées pendant sa carrière. Oui, tout à fait. Alors on va peut-être en revenir aux matériaux que Ernest Straubans travaillait. Il y a la pierre, la terre cuite, le bronze aussi. Hein, donc il travaillait différents matériaux, hein, c'est important. Hein. Effectivement. D'abord, il commence par un dessin. Toute sculpture commence par un dessin et c'est essentiel. Et ça, l'Académie des Beaux-Arts a été importante. Enfin, les cours qu'il a suivis ont été importants pour lui. Et puis, il réalisait des œuvres en terre cuite, en plâtre, en grès, en pierre, en bronze. Et vous verrez dans l'exposition, c'est assez surprenant, on voit parfois le même modèle dans différentes matières et on a l'impression que ce sont des œuvres différentes. Parce que, évidemment, la surface de la sculpture est différente, elle peut être plus granuleuse, plus lisse, etc. Et on dirait que, et volontairement, j'ai souhaité que soient présentées, aussi bien dans la publication que dans l'exposition, ces différentes versions, parce que d'une version à l'autre, d'une matière à l'autre, parfois il rectifiait, il améliorait ou il rectifiait effectivement. Donc on pourrait croire que ce sont des œuvres différentes. Elles sont effectivement un peu différentes. Oui. Et vous disiez aussi, Jacques Toussaint, qu'il était très dur avec lui-même, hein, et quand il n'était pas satisfait d'une œuvre, il la détruisait carrément. Oui, mon idée de départ était, mais j'étais présomptueux, de réaliser le catalogue raisonné de l'œuvre d'Ernest Straubans. Ça a été impossible, mission impossible, parce que je me suis rendu compte qu'en telle année, il avait réalisé tel portrait, et puis en consultant différentes archives, je me suis rendu compte, œuvre détruite. Donc le catalogue était impossible à établir. J'ai établi une liste suivant les renseignements que j'ai pu consulter, mais cette liste est effectivement lacunaire. Il n'était jamais satisfait. D'ailleurs, quand il a réalisé les bas-reliefs du pont des Arches à Liège en 1948, il n'était pas pleinement satisfait de son œuvre. Là, il a travaillé la pierre, évidemment, c'est un matériau plus dur à travailler que la terre cuite, évidemment, le plâtre. Eh bien, il n'était pas satisfait, mais ça n'a pas empêché de réaliser 3 œuvres intéressantes, dont il en reste 2 des 3. Et quand on examine ces bas-reliefs plus en détail, on se rend compte, oui, le thème, c'est les travaux du pont des Arches. Ça, c'est le thème générique. Mais ce sont tous des personnages, ce sont des portraits. C'est pas des personnages inventés. C'est l'ingénieur, c'est l'architecte, c'est un autoportrait, c'est son collègue sculpteur. Donc, ce sont tous des personnages réels qui figurent sur ces bas-reliefs. Et je ne m'en suis pas rendu compte directement, mais en comparant, etc., je me suis rendu compte que l'art du portrait transparaît également dans ces bas-reliefs du quai de la Ribuée à Liège. Donc, il était portraitiste toute sa vie. On peut seulement regretter qu'il soit peu connu ou pas assez connu à Liège et ailleurs, mais ça tient au fait que sa première exposition date de 1966. 1966, il a 57 ans, 3 ans avant son décès.
Ça veut dire que sa première exposition personnelle, il avait participé à des expositions collectives précédemment, mais ne date que de cette période. Donc il a eu quelques critiques dans les journaux et revues seulement en 1966. Donc 3 ans avant sa mort, après il a créé encore quelques œuvres, mais plus énormément. Donc ceci explique cela. Oui, tout à fait. Et donc en 1966, là il se sentait peut-être sûr de lui, ou en tout cas plus sûr que précédemment, pour enfin exposer ses œuvres. Hein, c'est important. Évidemment, il était plus sûr de lui à cette époque-là, mais il venait de terminer sa carrière à la discothèque nationale. Il a été responsable local ici à Liège, puis directeur régional. Et puis, pour des raisons de santé qui l'ont suivi toute sa vie, il a dû stopper ses activités à la discothèque nationale. Et alors, à ce moment-là, plutôt que de sombrer dans la déprime, il a souhaité présenter certaines œuvres. Il a fait couler des œuvres pour les circonstances et il a exposé à la galerie des métiers d'art à Liège en 1966 et au foyer du théâtre de Huy la même année. Donc ce fut la première exposition. Il a fait par volonté personnelle, mais aussi aidé par un certain nombre d'amis qui l'ont soutenu parce qu'ils estimaient que ces œuvres méritaient d'être présentées au public. C'est un sculpteur de qualité qui s'est exprimé dans le domaine du portrait et qui mérite d'être connu et reconnu par les Liégeois et par d'autres, évidemment. Oui. Et nos auditeurs auront certainement l'occasion de venir voir l'œuvre d'Ernest Stroobans du 1er juin au 18 septembre prochain. Alors, un mot de conclusion, Jacques Toussaint. Mais un mot de conclusion, je le donnerai à son épouse, Anna Goldberg. Et je la cite ici, c'est des propos qu'elle a rédigés en 1995. Voilà ce qu'elle disait en parlant de son époux. Il avait continuellement le mot « humain » à la bouche. Son idéal humain visait à la pureté, l'équilibre, la grandeur et l'amour. Sculpter l'amusait, mais c'était avant tout un moyen de s'exprimer, de se découvrir, de se dépasser. Son art était libre, étranger à la mode, au souci de plaire et de vendre. Il espérait pourtant ne pas passer comme le vent. Fin de citation. Oui. Excellente conclusion, Jacques Toussaint. Tout grand merci et à très bientôt. Merci, venez nombreux parce que l'exposition vaut vraiment la peine au trésor de la cathédrale de Liège.